avoir le sentiment des interprètes tout à l'heure, puisqu'on a eu des... Ça va là. On a eu des interprètes de très haut niveau, et j'avais des questions un petit peu à leur poser, en tant qu'interprète, sur leur façon de vivre un peu la musique contemporaine en général, du point de vue des interprètes. Alors, à la fois dans son exécution, mais aussi dans la place que ça prend dans leur vie. Alors, je vais peut-être commencer... alors, je ne sais pas votre nom, excusez-moi. Vous prenez un micro pour vous. Normalement, ça fonctionne. Voilà. Moi, je suis Pascal Rousseau, fondateur tu dois bien voir le micro. Du cadet carrosserie économique que vous avez pu entendre ce matin. Alors, pour répondre précisément à cette question, ça c'est une réponse très personnelle. Vous l'avez compris, moi je suis saxophoniste. C'est mon instrument qui a été inventé dans les années 1850, 1840 précisément, au milieu du XIXe siècle, un des derniers instruments construits par la facture traditionnelle. Et donc, c'est un des instruments les plus contemporains et il a pris son essor à travers la musique du XXe. Donc, après les grandes pages de Berg, de Weber, de Ravel, on va attendre après les années 40, les années 50, avec Elgar et Mokanowski, pour que l'instrument vraiment trouve sa place avec l'orchestre. Et c'est vrai que moi, étudiant au conservatoire, et même avant, je suis né avec la musique contemporaine. Donc la musique contemporaine a toujours fait partie de ma vie, et c'est la musique que je pratique depuis que je suis enfant. Et alors, est-ce que c'est une pratique particulière? Est-ce que le travail d'interprète de musique contemporaine est un travail très particulier ou ça s'aborde comme les autres œuvres? Alors, il s'aborde un peu différemment, d'une part parce qu'on est en contact avec les compositeurs qui écrivent. Alors, est-ce que c'est un problème, ça? Non, absolument pas. Pourquoi ça serait un problème? Non, absolument pas. C'est quoi, ils sont considérés comme des emmerdeurs, Ah bon? Vous avez des mauvaises expériences? J'ai rêvé, c'est pas... Vous avez des mauvaises expériences? On a rencontré que des gens sympathiques. Non, c'est formidable justement de pouvoir travailler avec les compositeurs et de pouvoir partager les problèmes que nous pouvons avoir par rapport à une écriture qui lui conviendra particulièrement à notre instrument, etc. Donc non, c'est plutôt quelque chose d'absolument formidable, d'extrêmement confortable. Est-ce que vous avez l'impression que c'est assez mis en valeur en général dans les répertoires et dans les concerts? Est-ce que vous êtes satisfait de la place que ça prend dans les concerts de musique classique en général? Alors, tout dépend de quel type de concert on parle. Donc, en ce qui concerne nous, Cadet Kéros, il a une existence relativement récente, il existe depuis 6 ans. On n'est pas subventionné, on s'autoprogramme, on se débrouille, les moyens du bord. Donc, c'est difficile pour trouver des concerts, pour trouver des salles, etc. Maintenant, effectivement, la musique contemporaine, notamment quand on est parisien, elle est quand même relativement présente dans les grandes programmations, que ce soit à l'orchestre. Donc, elle est présente. Mais effectivement, à notre échelle, c'est un petit peu plus difficile, effectivement. J'imagine. Florian, donc tu es artiste tu peux prendre un micro. Alors, le point de vue des jeunes interprètes de la musique contemporaine, enfin, donc du CNSM, vous êtes tous du CNSM, j'ai l'impression que vous avez quel rapport avec la musique contemporaine en général? C'est-à-dire, en fait, moi j'ai eu l'impression des fois que c'était un peu la purge au moment des concours, que c'était, pour avoir assisté à pas mal de concours et d'examens, c'était un peu le morceau qu'on redoute, qui est truffé de difficultés, et qu'on n'aime pas forcément interpréter. Je me trompe ou c'est vrai? En partie, ça dépend de l'âge aussi on soit au CNSM, soit au même étudiant. Il y a des gens qui sont au même niveau, qui doivent faire le même examen qui ont 15 ans, 16 ans, et puis nous qui sommes
enfin, dans ce présent, voilà. Donc en fait, ça dépend à qui ça s'adresse, et puis en soi, ça dépend aussi de quel, comment dire, comment on a été éduqué à cette musique aussi. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai découvert cette musique il y a seulement 2 ans. En découvert, je veux dire, on m'a expliqué. J'ai eu des cachetons, des expériences avec le Paris. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est vraiment un monde à part et il faut vraiment connaître les codes. C'est pas accessible comme ça, comme la musique classique entre guillemets, c'est pas accessible directement, c'est pas compréhensible. Et tu dis que tout à l'heure tu disais que tu avais été initié et que ça avait changé complètement ta vision. Ouais. Bah, alors, pour citer un exemple, par exemple, soit ce que je connais depuis, ça rend très certain, ce qui est très drôle, c'est que c'est notre prof de solfège il y a 10 ans, le prof de solfège en Franche-Comté. Et en fait, elle, du coup, elle est compositrice contemporaine. Et c'est vrai que moi, quand je l'écoutais à 14-15 ans, j'ai écouté certaines de ses œuvres, et quand on n'est pas initié, on se demande à quoi ça correspond. Voilà. Et en fait, il suffit que quelqu'un vous explique, un compositeur, vous explique ce qu'il a pensé en faisant l'image qu'on devrait avoir pour que tout de suite ça prenne sens. Et par exemple, c'est ce que je disais, on a fait une création il n'y a pas longtemps avec Radio France d'une pièce de Camille Desplin. Et moi, je ne comprenais pas ce que c'est. Et en fait, on a fait ça pendant toute la semaine. Et le dernier jour, donc, elle est arrivée, elle nous expliquait ce qu'elle avait, l'image avec laquelle elle avait posé cette pièce. Et ça a pris tout son sens. Et à partir de ce moment-là, j'ai imaginé que c'était une pièce qui s'appelait Istanbul, je crois. Donc c'est sur les icebergs qui tombent, enfin qui fondent dans la mer à cause du réchauffement climatique. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand on a cette image-là, tout de suite, et l'œuvre prend tout son sens. Et ce qui est dommage aujourd'hui, et notamment au CNSM, c'est que on nous donne des imposés à faire avec les examens. Et puis c'est une sorte de mission parce que en soi, on n'a pas forcément l'explication de compositrice ou de compositeur. Et on nous demande ce qu'on fait. Donc en fait, tu nous dis qu'il faut être initié à cette musique, aussi bien le public que les interprètes. En fait. Oui, c'est un peu vrai. Oui, totalement. Et surtout, j'ai le public parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on va à un concert de musique contemporaine, on n'a pas le sujet. Enfin, ça dépend du type de langage, encore une fois, mais si on n'a pas vraiment le sujet de quoi ça parle, on ne peut pas vraiment comprendre. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour ma personne. C'est vrai que moi, si j'ai pas un livre qui explique de quoi ça parle complètement, j'arrive pas à être dedans. J'arrive pas à le comprendre. On a une interprète aussi. Je vais prendre la parole. Par rapport au fait d'être initié au prendre le micro. Ça nous a été facile de rentrer dans ce langage. Après, en même temps, je trouve qu'on a justement une certaine liberté, je trouve, au niveau de, en tant qu'interprète, parce que tout ce qui est, en tout cas en musique classique, il y a tout le poids de la tradition, tout ça, de comment interpréter une œuvre. Après, c'est une autre liberté personnelle, mais moi je trouve en tout cas quand je découvre une œuvre contemporaine, voilà ce sentiment qu'il n'y a pas de tradition déjà, et je trouve que c'est hyper libérateur en même temps. Donc c'est un territoire à découvrir, peut-être. Ouais, je trouve qui est assez sympathique. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des interprètes qui aiment ça et d'autres qui n'aiment pas ça. En gros, non. Ah, non. Oui, vous aimez. Je crois que si on est là, c'est pour se remettre ça. Bah, visiblement. Mais il y a des interprètes. Il y a des interprètes qui ne sont pas là. Qui sont pas là. Après, je suis d'accord avec toi, Florian, qu'il faut avoir quand même des clés de lecture et tout ça, mais justement, après, c'est tout le travail avec le compositeur Oui, voilà, c'est ça. qui est intéressant.
Mais c'était par rapport au poids des traditions et de cette liberté-là, je trouve qu'il est intéressant en interprète, en tout cas. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, notamment, c'est pour ça que je vais ajouter surtout sur les imposés, c'est qu'on a vraiment pas beaucoup d'opportunités pour créer des compositeurs. Oui. Et donc, quand c'est le cas, moi, ça m'est arrivé encore tous les ans, des examens fin d'année, quand on n'est pas de compositeur, quand on n'a pas un porte-parole du compositeur qui connaît vraiment, qui sait vraiment de quoi ça parle, on est un peu perdu. Et donc, alors c'est amusant, c'est-à-dire qu'on sort un peu des sentiers tracés, c'est-à-dire qu'on change nos modes de jeu, on découvre des sons, des transformations qu'on ne serait pas capable de faire, mais en tant qu'auditeur, on peut être un peu perdu. Et voilà, c'est tout le... Merci beaucoup. Si vous avez à partir, vous pouvez rester bien entendu, mais si je sais qu'il y en a peut-être qui ont des impératifs, sinon volontiers à cette table ronde. Donc on va passer donc, au sujet de la table ronde qui est le métier de compositrice ou compositeur, conditions d'exercice dans la société actuelle, c'est copieux, vous allez voir, statut, rémunération, commande, aide, mécénat, diffusion des œuvres, même défense des intérêts collectifs. On ne pourra pas parler de tout, mais surtout qu'en fait, si on voit bien, il y a des sujets qui sont transverses, qui vont être abordés, qui ont déjà été abordés ce matin, qui vont sûrement être abordés dans la table ronde d'après. Là, on était plus axé sur la notion de métier. Et donc, en fait, on a à la fois des compositeurs, des compositrices, et puis des personnes qui travaillent avec eux, qui les aident, entre guillemets, qui les assistent d'une certaine manière. Donc, à côté de moi, j'ai Françoise Giraud, qui est compositrice, Olivier Camel, compositeur, tous les deux très renommés, Pierre Lemoine, non renommé éditeur, Marie-Céline Baradel, donc du Centre national de la musique, et Estelle Laurie de la Maison de la musique contemporaine. Alors j'aime bien ce panel parce que c'est à la fois des gens de métier et des gens qui sont à leur côté dans leur travail. Donc je vais me tourner, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une question à chacun d'entre vous, et ensuite on pourra interagir, et puis éventuellement la salle pourra poser des questions. Donc Françoise, beaucoup de gens ici, vous voyez, je n'ai pas assez proche encore, il y a bien deux, je peux te tutoyer. Bon, beaucoup de gens ici vous connaissent, vous avez une carrière très riche en tant que pianiste et compositrice, plus de 300 œuvres, une écriture considérée comme étant un peu dans la lignée de Bussy ou Ravel. J'ai été fouillé un peu sur YouTube et sur Internet. Donc une attirance autant pour la musique de chambre que pour l'écriture symphonique. Donc ma question c'était, avec le recul, comment avez-vous vécu et vivez-vous encore votre métier de compositrice? Et si j'avais une question un peu plus malicieuse, je dirais, est-ce que c'est un parcours du combattant sauvé d'embûches, ou est-ce que c'est un territoire de rêve? Les deux. Alors, je faisais partie d'une famille d'artistes, mon père était peintre, et il écoutait toutes sortes de musique, du plus classique au plus moderne. Et je suis née dans un chaudron avec toutes les époques de la musique ouverte à tous les styles, et aussi à l'art pictural et architectural, ce qui m'a donné d'autres vues par rapport à la musique, écrire graphiquement, etc. Et j'ai décidé très jeune, je voulais être peintre, et mon père me faisait faire des dessins, tout ça, les perspectives, c'était horrible. Donc je me suis dit non, je veux faire de la musique, je veux être compositeur. Et c'était parti comme ça depuis le début jusqu'à maintenant. Alors j'ai eu la chance de travailler le piano avec une très grande artiste et j'ai eu les deux. Je n'aime pas le long carrière, je disais tout à l'heure, monsieur Moine. J'ai fait les deux en même temps, avec beaucoup de passion, beaucoup de rêves, ce qui est ma spécialité, qui me permet de rester dans l'enthousiasme aussi. Et quand je suis arrivée, j'ai fini mes études aux États-Unis, à Juilliard, et là, j'ai commencé à me demander de jouer de la musique contemporaine. Et
très contemporaine. C'était le directeur de l'IRCAM dans les années 80-81 qui donnait une création à New York. Et là, je me suis dit, j'ai vu la partition, je me suis dit, je vais avoir c'est curieux cette partition. Et en travaillant avec lui, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et ça m'a donné plein d'opportunités après de jouer la musique des autres. Et certains instrumentistes m'ont demandé d'écrire pour eux aussi. J'ai eu la chance d'écrire pour Michel Galacacos, j'ai encore des gens comme ça. Et après c'était parti, ça s'est développé. Et voilà, j'écris toujours maintenant, surtout que je ne peux plus jouer de piano, parce que j'ai une maladie à ma droite, et je suis très heureuse de composer. Pour moi, je prends ça comme une aventure, pas que... Évidemment, c'est quand même dur, parce qu'on n'arrive pas à, comme disait Pierre, à trouver les gens. On envoie des courriers, ou on essaie d'avoir des rendez-vous, mais on n'a pas de réponse. On ne peut même pas montrer sa musique ni en parler. Enfin, ça donne encore plus de force pour essayer de faire quelque chose. Est-ce que je peux poser une question à Lisbeth? Est-ce que vous en vivez de cette musique? Alors, j'en vis, oui, à un moment donné dans ma vie, j'ai enseigné 2 ans à Pontarlier, où c'est incroyable, on s'est retrouvé là après une dizaine d'années. Mais ça, c'était des problèmes personnels, si je suis arrivée là. Oui, j'en vis. Mais je prends ça comme une grande aventure. J'ai gardé plein d'amis. Je reviens sur ce que dit Pierre Tilloy. À l'étranger, je suis beaucoup jouée à l'étranger. On est considéré comme, on nous respecte. Oh, ça fait du bien. Et puis on a pas mal d'opportunités. Les gens sont plus ouverts, surtout dans les pays anglo-saxons. Et dernière petite question, est-ce que c'est un handicap d'être une femme compositrice? Question à la mode. Oui, je pense, mais il ne faut pas rentrer aussi dans cette polémique. Mais je vais vous dire une petite histoire. Alors, je ne dirai pas qui que quoi, mais alors, c'était à Paris, au conservatoire. Un pianiste avait fait une commande de 24 préludes. Il jouait les 24 préludes de Debussy et avait demandé à 24 compositeurs de faire un prélude en hommage à Debussy. Et nous étions 2 femmes, dont moi. Et après le concert, j'étais bravo à tout le monde. Et puis un compositeur vient vers moi et me dit: ah, tu as fait des progrès. Tu as fait des progrès. Et c'était assez misogyne, non, ça m'a fait rire, parce que c'est une drôle d'histoire. Non, mais je ne prends pas comme ça. C'est pas facile, mais voilà. Il y a beaucoup d'espoir. Oui. On viendra peut-être. Alors, on va passer à Olivier Canel. Olivier, prends un micro. Tu vas pouvoir parler. Donc, Olivier, toi, je te tutoie forcément. Membre du SNAC également. Donc, tu es aussi pianiste de formation. Toi, tu as développé au fil des années, comme compositeur, un répertoire très riche, très contrasté, avec des influences très diverses, des commandes régulières, apparemment, une discographie déjà importante. Dirais-tu que tu es un compositeur de musique contemporaine qui a trouvé sa place? Est-ce que tu es satisfait de ton parcours? Bonjour. C'est très difficile c'est pas de déterminer notre place. Par contre, est-ce que je suis heureux en tant qu'auteur de la musique? Oui. Est-ce que... alors moi, je tiens quand même à dire des choses avant de répondre à cette question. Sur le paysage, on a beaucoup de chance avec cette journée, puisque la plupart des grands acteurs de notre filière sont présents. Merci à elles et à eux. Ils ont tous des métiers très chargés, donc merci de prendre ce temps. Ensuite, on a beaucoup de chance de vivre dans un pays où la musique est quand même très soutenue. Alors peut-être que les orchestres sont pas autant subventionnés qu'en Allemagne, ça c'est un fait, mais on a quand même le CNM, on a quand même la SACEM qui est certes privée, mais qui est un acteur essentiel. On a des éditeurs qui sont présents dans la salle et d'autres qui misent en fait sur la musique contemporaine, bien que ça leur coûte beaucoup d'argent.
Voilà, on va parler d'argent aussi, parce que, comme le disait Christophe, c'est bien de poser les choses clairement. Voilà, et faire ce métier, d'abord, c'est pas un métier, c'est plusieurs métiers. Il y a des compositeurs et des compositrices qui écrivent pour l'image, qui écrivent pour des petits ensembles, qui écrivent pour des orchestres, pour des solistes. Tout ça, c'est des métiers un peu différents. On ne fait pas toujours tous ces métiers-là, c'est parfois un peu exclusif. J'ai beaucoup d'amis qui écrivent par exemple pour des ensembles dont on ne parle jamais en France, qui s'appellent les orchestres d'harmonie, que certains appellent la fanfouille. Voilà. Alors qu'il y a un terreau, il y a une création qui est incroyable dans ces orchestres-là. Voilà, ça c'est des choses dont on ne parle pas du tout. Et donc on a quand même beaucoup de chance. Donc ça, je tiens à le rappeler, pas de misérabilisme. Après, oui, on a beaucoup de choses à mieux articuler, que ce soit avec, évidemment, l'État, en tout cas, le public et le privé. Mais on a quand même ça. Donc moi, après, pour répondre à ta question, oui, moi je suis très heureux de pouvoir avoir la chance de passer quelques jours de ma vie, parfois quelques semaines, sur une pièce pour alto solo. C'est un luxe que je revendique et qui me rend très heureux. Voilà, je dis alto, c'est peut-être saxophone parfois aussi, avec plaisir. Voilà, donc oui, c'est extraordinaire d'avoir cette chance-là. Après, par rapport à ce que disaient les interprètes, qui était très intéressant, j'écoutais très attentivement, sur le rapport à l'explication, le rapport à... Alors évidemment, pour les interprètes, ça a du sens, comme ça a du sens pour nous d'avoir la chance de vraiment avoir un dialogue avec les interprètes, ce qui n'est pas toujours facile avec les orchestres pour des raisons purement pragmatiques, mais avec les solistes, c'est possible. Ça, c'est toujours très enrichissant, très important, les chanteurs comme les instrumentistes. A contrario, je trouve que, mais là c'est tout à fait personnel et tout à fait discutable, mais rendre intéressante une musique parce qu'on va donner une explication de texte, je parle pour l'éditeur, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me fait rêver. J'ai presque envie de vous dire, si la bonne symphonie parlait du tiramisu, ça m'irait très bien aussi, que le faune soit le faune et pas un récové, en fait, moi personnellement, je m'en fous. C'est la juste de la belle musique. Voilà. Et j'ai pas spécialement envie qu'on m'explique la belle musique. J'ai envie de la vivre. Et ça, c'est en tant qu'auditeur, hein, pas en tant qu'interprète, parce que je suis également interprète. Et là, par contre, évidemment, ça fait sens de dialoguer avec les auteurs et les autrices qui ont pensé des choses auxquelles on n'aurait pas pensé par nous-mêmes et qui nous donnent une vision qu'ils ont en tout cas, ce qui n'empêche pas les interprètes de l'interpréter, de choisir leur interprétation et leur voix personnelle par rapport à ce texte. Ça n'a pas toujours été facile quand même, j'imagine, d'avancer dans ta carrière, ou tu as eu de la chance tout le temps, ou c'est juste que tu as rencontré les bonnes personnes? Non, j'ai beaucoup de chance, mais j'ai fait d'autres choses aussi. J'ai pas mal œuvré la musique de film, l'illustration. C'est ce que d'ailleurs j'explique souvent à mes élèves, parce que je suis professeur d'orchestration, c'est que il ne faut pas miser sur le même cheval, sur un seul cheval. En fait, il vaut mieux être assez pluriel, et ça ne retire rien à la qualité de votre musique de faire de l'illustration ou de faire de la musique de film, bien au contraire. Il y a des grands artistes dans tous les domaines. Voilà, après il faut choisir plutôt un domaine, je dirais, technique particulier, parce qu'on ne peut pas être spécialiste de toutes les techniques. Mais voilà, donc oui, j'ai beaucoup de chance, et puis j'ai eu la chance même de porter des projets en musique improvisée, en jazz, d'amener des artistes d'ailleurs très reconnus dans le classique, dans le jazz et inversement, ce que je fais de plus en plus. Voilà, donc c'est une grande chance, et d'être très soutenu par les acteurs qu'on a cités tout à l'heure. Bon, formidable. Je vais me tourner maintenant vers Pierre Lemoine. Donc Pierre Lemoine, je te tutoie, on a été à la même table de négociation pendant des années. Tu es à la tête des éditions Henri Lemoine, donc si j'ai bien compris de ce que j'ai trouvé, les origines remontent très loin, au XVIIIe siècle, je ne me trompe pas, voilà. Mais aussi de 6 maisons d'édition que tu as rachetées. Donc catalogue très très étendu, très divers, je suppose. Et tu es un éditeur renommé, respecté. Donc on est vraiment très honoré que tu sois venu. Et on se connaît aussi à travers les engagements des organisations. La CNDE pour toi. C'est le même. Ah oui, ouais, c'est vrai. Bref. Tu es aussi dans les organisations. Donc tu es amené à côtoyer de nombreux auteurs, et si on parle seulement des compositrices et compositeurs de musique contemporaine, quelle est ton impression sur les conditions d'exercice de leur métier? Et aussi, comment fais-tu en tant qu'éditeur pour leur faciliter la tâche? Alors, d'abord, je ne vais pas répondre à tes questions. Je voudrais
essayer de rebondir un petit peu avec ce que les interprètes ont dit, parce que moi, en tant qu'éditeur, ma mission, c'est vraiment de transmettre la musique des compositeurs dans le temps et dans l'espace. Et donc, je ne tiens pas à ce que le compositeur ait à faire des explications pour que cette pièce soit jouée. On n'est pas dans la transmission orale, quoi. Donc on fait... alors effectivement, il y a beaucoup d'explications dans les partitions, sur les techniques de jeu. On a des blogs aussi par pièce pour que les interprètes puissent poser des questions quand ils ont trouvé des techniques spécifiques pour monter une pièce. Voilà, ça ne soit pas perdu. Mais effectivement, mon but n'est pas que le compositeur soit à chaque exécution de cette pièce. D'autres questions qui t'en foutent complètement? Non, alors je vais retenir. Donc, la relation avec les compositeurs. Je considère notre relation un peu comme un agent pour des interprètes. Notre rôle est donc de défendre ses intérêts. On est là en amont dans la négociation de ces contrats de commande, pour pas qu'ils soient dépouillés et que ce ne soit pas non plus en contradiction avec les contrats de cession. Ensuite, on est aussi dans un support logistique. Donc il y a aussi bien pour les matériels de gravure que pour les envois de promotion. Donc on est vraiment un levier. C'est vraiment à chacun son métier. Le compositeur compose et l'éditeur édite et nous faisons en sorte que sa musique soit jouée au maximum. Tu as l'impression que ça se passe bien ou qu'ils souffrent un peu les compositeurs de musique contemporaine? Non, c'est vrai que depuis le Covid, ils souffrent quand même davantage. Il y a eu des réductions quand même budgétaires. Donc pendant la pandémie, les musiciens ne travaillaient pas, ont été payés. Les compositeurs ont travaillé, ont composé, n'ont pas été payés parce que leurs pièces n'ont pas été jouées. Donc il y a eu une période d'un an ou deux, c'était très dur pour eux. Ensuite, il y a eu comment on appelle ça, le rattrapage. Et puis maintenant, on est de nouveau dans une phase où les budgets commencent à se réduire comme votre chagrin. De quel budget tu parles? Les budgets des commandes et des exécutions, des commandes, des créations. Parce que globalement, en parlant de modèle économique, en parlant d'argent, est-ce que pour un éditeur, éditer des œuvres contemporaines, c'est rentable? Non. Et le compositeur, il vit de ses commandes. Et nous, plus nos compositeurs ont des commandes, et plus on perd d'argent. Pourquoi? Parce que ça nous coûte cher, c'est un investissement. Pour chaque création, c'est un investissement, quoi. Et si le matériel d'orchestre est loué, ça ne rapporte pas d'argent? Ça ne suffit pas. Il faut que ça soit rejoué. Donc, oui, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut une trentaine d'exécutions pour 20. Oui. D'accord, donc ça commence à être... Ça commence. Mais les grosses pièces symphoniques ne sont pas jouées 20 fois dans les 3-4 ans. En gros, c'est sur la base du catalogue que tu retrouves ton modèle économique et que tu ne mises pas spécialement sur la musique contemporaine. C'est c'est grâce, je dirais, au bénéfice de l'éducation des partitions pédagogiques qu'on peut investir dans la musique contemporaine. D'accord. Mais bon, non, il y a des compositeurs sur lesquels on ne perd pas d'argent quand même. Oui. Et donc c'est une passion. Oui, tout à fait. Et puis c'est l'avenir de la maison. Oui, c'est ça. Tu constitues un catalogue le meilleur possible. À l'époque, personne ne voulait éditer Debussy. C'est vrai. Merci Pierre. Durand, je crois, les éditions Durand ne le reprennent pas. Oui, voilà. Je vais me tourner vers Marie-Céline. Donc Marie-Céline Baravel, qui est au Centre national de la musique, qui existe maintenant depuis quelques années, je pense qu'on parle de 2020, hein, juste avant le Covid, c'est ça qui était c'est extraordinaire. C'est un peu pareil pour la maison de la musique contemporaine, c'est la même époque, avec un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on met ensemble des structures qui existaient déjà. Donc moi j'étais, avec le SNAP, on était au tout début de la fondation du CNM, les tout premiers rendez-vous avec Jean-Philippe, etc. Même avant, quand c'était Catherine Ruggieri. On a vu naître ce CNM avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir, et puis c'est encore, je dirais, une structure en devenir, qui cherche ses marques, ses financements aussi, c'est pas si simple.
mais ça tu vas nous le dire peut-être. Donc tu es référente, artiste, responsable du soutien aux auteurs, compositeurs et artistes-interprètes. C'est ça qui a marqué. Tu parles. Auteur, autrice, compositeur, Oui. compositrice. Voilà, oui, c'est ça, autrice. Voilà. Donc, tu as apparemment été chargée de mission de spectacle vivant en région Grand Est. Tu es donc familière du milieu des auteurs et des artistes. Et on sait qu'au sein du CNM, tu t'occupes notamment de la bourse auteur, que beaucoup de gens connaissent ici. C'est comme ça d'ailleurs que c'est connu, puisque j'ai participé à Entreprendre du Snack à sa mise en place. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton action et généralement celle du CNM en faveur des compositeurs et compositrices de musique contemporaine? Oui, avec plaisir. Donc effectivement, le CNM... Proche du micro. Donc effectivement, le CNM est la maison commune de la musique et avec la loi de 2019 qui a permis notre création, on est vraiment dans un processus permanent de concertation avec la filière musicale. Et au CNM, qu'il s'agisse de missions d'observation, d'études, de conseils ou d'aide financière, on est toujours vraiment dans ce processus permanent de concertation avec la filière où nos dispositifs sont pensés au regard de la réalité de la filière musicale et donc bien sûr au regard de la réalité des compositeurs et des compositrices. Le secteur de la musique contemporaine, bien évidemment, fait partie intégrante des missions du CNM et donc toutes nos missions et nos actions sont notamment pensées en direction de la musique contemporaine. Au niveau des actions du CNM en direction de la musique contemporaine, on a des aides financières et des aides non financières. Au niveau des aides financières, donc tu as parlé de la bourse auteur-compositeur, mais j'en parlerai pour le coup tout à la fin. Mais on a également des aides à destination de l'édition musicale, des aides à destination de la production phonographique, des aides au développement international, avec également 3 fonds bilatéraux, je ne vais pas rentrer dans les textes, un peu complexes, mais vraiment notamment destinés à la musique contemporaine. Et après, on a des aides non financières, auxquelles le secteur de la musique contemporaine peut également bénéficier, qui sont des missions de conseil, où c'est gratuit, vous pouvez venir, il y a des conseillers qui vont vous aider à structurer votre activité, que ce soit d'un point de vue plutôt live, on va dire spectacle vivant, ou d'un point de vue plutôt production phonographique. On a également des actions de formation qui s'adressent à toute la filière musicale et également à la musique contemporaine. Et au niveau de la bourse auteur-compositeur, dont tu parlais tout à l'heure, effectivement, c'est une aide directe qui est pensée en direction des auteurs, autrices, compositeurs, compositrices, pour permettre d'avoir du temps pour créer, penser, expérimenter, composer, et également pouvoir acquérir des outils destinés à cette création. Est-ce que tu veux que je développe? Je peux continuer. Donc cette aide, elle a été créée en 2021 et elle a été pensée en lien avec les organisations professionnelles, dont le SNAC, bien évidemment. Ensuite, elle est passée dans nos instances, donc conseil professionnel et conseil d'administration. Et c'est une aide qui est en évolution permanente dans ses critères, mais également dans le nombre de dossiers reçus. Parce qu'on a commencé, si je reprends mes petites notes, je crois qu'on a commencé avec 340 dossiers la première année. Et là, à la 3e année, on en est à 800 dossiers déposés. Donc on voit qu'il y a une évolution constante, et c'est bien, parce que le secteur passe le message sur cette aide, elle devient de plus en plus connue, donc ça c'est formidable. Donc nous sommes très contents de ça, et au niveau des chiffres, on sait qu'on a notamment des auteurs, des compositeurs et compositrices de musique contemporaine qui bénéficient de cette aide. Quelle proportion de... Oui, tu m'avais demandé, alors effectivement j'ai bien travaillé en amont. En 2022, sur les 345 dossiers reçus, recevables, qui ont pu bénéficier de cette aide, on a 132 compositeurs qui travaillent notamment dans la musique contemporaine. Et en 2023, sur les 803 dossiers que nous avons reçus et que nous sommes en train d'étudier en ce moment même, on a 200 personnes qui travaillent notamment dans le secteur de la musique contemporaine. Oui, d'accord. On nous demande, quand on fait la demande de bourse, dans quel secteur on travaille, on peut en désigner plusieurs. C'est ça, sachant qu'un compositeur ou une compositrice peut bien évidemment travailler et dans la musique contemporaine, et dans les musiques improvisées, et dans la musique contemporaine, et dans les musiques de film. Et c'est une aide qui est non sélective. Comment ça s'est décidé, ça? Alors, c'est une aide... C'est-à-dire, c'est pas sur la qualité de l'œuvre, sur le CV
de l'artiste, etc. Alors, c'est donc cette aide, effectivement, qui est une aide destinée pour du temps d'écriture, du temps de composition, recherche ou expérimentation ou pour acquérir des outils, et donc basée au niveau des critères d'éligibilité sur les revenus artistiques principaux. Et ensuite, quand le dossier passe à la commission, et je salue Olivier parce qu'il est autour de la table et qu'il est membre de cette commission, au niveau de la commission, on va regarder le parcours du compositeur ou de la compositrice, donc on va regarder effectivement son CV, sa biographie, le nombre d'œuvres, créer le nombre d'œuvres, éditer le nombre de contrats de commande en cours, etc. Mais à aucun moment il n'y a un jugement artistique, parce qu'au CNM, dans tous nos dispositifs d'aide financière, nous ne jugeons pas sur le propos et la pertinence artistique. Là, on est, en tout cas sur la bourse, on est sur une entrée économique. Globalement, tu trouves que c'est satisfaisant, ce dispositif? Forcément, tu veux dire oui, mais qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Alors, bien évidemment, je ne peux pas me prononcer sur mon avis sur ce dispositif, mais ce que je peux dire, c'est qu'il a été pensé avec les organisations professionnelles, dans toujours cet esprit de concertation permanente. Ça, c'est très satisfaisant. Et ensuite, bien évidemment, c'est un dispositif, comme tous les dispositifs du CNM, qui passe dans l'entièreté de nos instances avec le conseil professionnel et le conseil d'administration. Merci. Je vais me tourner vers Estelle Laurie. Bonjour Estelle, merci d'être venue, c'est vraiment gentil d'être venue à cette journée. Donc, vous voyez parce que je ne vous connaissais pas assez. Bon, alors vous êtes directrice de la Maison de la musique contemporaine, fondée également il y a quelques années en 2020. Et donc c'est aussi notre maison, hein, puisqu'on est absolument. C'est une structure qui s'est créée en regroupant des entités qui existaient auparavant, à savoir le Centre de documentation de la musique contemporaine, CDMC, Musique française aujourd'hui et Musique nouvelle en liberté. Elle se définit comme étant au service de la création musicale. Alors déjà, comment se porte la création musicale justement? Je pensais que vous me demandiez comment se porte la MNC. La création musicale, elle est très dynamique, elle l'a toujours été. On peut considérer en tout cas que le ministre, enfin, l'État et ainsi que la TACEM ont souhaité apporter un accompagnement spécifique, puisqu'effectivement la Maison commune de la musique était mise en œuvre au même moment où la fusion à peu près a été portée. Alors le projet de fusion, à l'époque ce projet ne s'appelait pas du tout Maison de la musique contemporaine, il avait été initié quelques années avant, mais il y a eu quelques ralentissements. Et je pense que ça montrait aussi l'effort qui pouvait être porté par deux structures assez conséquentes pour l'accompagnement notamment des artistes, des professionnels, mais aussi du public, puisque c'est dans nos missions, au sein de la Maison de la musique contemporaine, il y a la sensibilisation et la médiation qui sont très importantes. Moi, je pense qu'elle est extrêmement dynamique, on le voit. À la Maison de la musique contemporaine, on a de plus en plus de demandes d'aide qui viennent, qui peuvent être aussi liées à des changements de critères, notamment du côté du Centre national de la musique. Donc, on voit qu'il y a quand même eu des mutations, notamment cette année, en particulier sur le dispositif création, production, diffusion, mais surtout sur la topographie. Nous, là, on voit qu'on récupère énormément de projets qui ne peuvent plus souscrire aux critères du Centre national de la musique. Mais on a aussi beaucoup de projets émergents. Donc en fait, la génération future, elle est belle et bien là au rendez-vous, avec des formes et des langages très très diversifiés. Moi, je trouve que c'est extrêmement enthousiasmant. Après, il y a effectivement un besoin d'un accompagnement spécifique dans une période où quand même les financements ont tendance à réduire, et il faut trouver bon équilibre. Alors, quand on est compositrice ou compositeur et qu'on vient faire toc-toc à la porte de la MNC, qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce qu'on peut demander? Alors, la Maison de la musique contemporaine, elle n'apporte pas d'aide directe aux compositrices et aux compositeurs. Ça, c'est un choix qui a été fait au moment de la constitution de l'association par ces deux membres fondateurs, puisque l'État et la TACEM portent eux-mêmes des aides directes, et donc il fallait trouver aussi une cohérence dans l'action qu'ils pouvaient porter. Donc, on va dire l'accompagnement des compositrices et compositeurs, il se fait de l'aide au soutien aux équipes artistiques et aux ensembles. On accompagne financièrement, mais il y a aussi tout l'aspect de l'accompagnement non financier. Donc, vous l'avez cité tout à l'heure, on a absorbé, c'est le terme, le centre de documentation de la musique contemporaine. Une des premières actions qui était importante pour nous, c'était de trouver un nouveau lieu d'accueil pour ce fonds. Donc, il est actuellement maintenant au CNSM de Paris, à la médiathèque Hector Berlioz, à nouveau accessible à toutes et à tous. Maintenant, ça interroge la question de le réouvrir ou pas, puisque le fonds du CDMC a été clos. Donc, de mettre en valeur, en tout cas, à la disposition des ressources, et c'est très important de pouvoir aussi donner toutes ces partitions à la lecture et à la découverte des élèves du CNSM notamment.
Il y a tout le conseil personnalisé, puisqu'on a aussi beaucoup de missions qui nous lient avec le CNM et sur le conseil, l'information et bientôt la formation, qui peuvent être pour accompagner les compositeurs et les compositrices sur des structurations de projets s'ils veulent monter une structure, notamment pour porter leurs activités, ou juste sur des questions. Ça nous arrive sur le statut, mais maintenant on a aussi des instances et des organismes professionnels pour justement mieux les accompagner et en tout cas les orienter sur les structures qui sont plus à même de mieux définir, notamment la question du statut qui est quand même assez précise et en même temps très large. Là, un endroit où nous, on espère vraiment pouvoir accompagner les compositeurs et les compositrices, c'est sur la médiation, puisqu'il y a quand même eu un énorme changement de paradigme dans le métier. On parlait tout à l'heure sur la question de s'adresser au public. Voilà, ça fait partie maintenant des actions qui sont extrêmement importantes. Donc de la volonté de pouvoir aider les compositrices et les compositeurs à pouvoir prendre la parole, s'adresser à différents publics s'ils le souhaitent. Alors c'est sur leur sollicitation, il faut vraiment frapper à notre porte, comme vous l'avez dit. Mais voilà, l'équipe est à la disposition, notre équipe elle est au service, vraiment. Je pense que c'est une dimension qui est fortement ancrée dans les différents membres, puisque maintenant on a plus la moitié de l'équipe qui est une équipe nouvelle. C'est des équipes qui ont été absorbées, donc ça met un équilibre assez intéressant. Et puis il y a un dispositif tout particulièrement où là on a un accompagnement très spécifique des compositeurs et des compositrices qui s'est appelé pendant très longtemps le Grand Prix lycéen des compositeurs, qui a été renommé récemment, qui s'appelle les Superphoniques, qui est donc un dispositif de sensibilisation à la musique contemporaine pour les élèves du second degré, puisqu'on a ouvert au collège en 2020, et on touche maintenant à peu près plus de 5500 élèves sur la totalité du territoire national. Et donc cet accompagnement à destination des compositrices et des compositeurs, c'est tout d'abord de partir sur les routes avec eux, mais aussi de pouvoir les accompagner dans leur intervention au sein des établissements, puisque plus la moitié des établissements qui participent reçoivent une compositrice ou un compositeur au sein des classes. Et ce dispositif, pour nous, il est important parce qu'il touche certes des élèves qui sont en notion musique ou qui pratiquent de la musique, mais aussi des élèves qui n'ont rien à voir avec la chose musicale. Et donc, c'est l'accompagnement aussi qu'on peut porter en termes humains, vraiment, c'est comment s'adresser à un public. Et en fait, ça ne s'intéresse même pas du tout à cette question musicale de la fameuse famille des musiques de patrimoine et de création. Voilà, donc aussi comment s'adapter à ces publics-là. Voilà, je pense que c'est... Donc vous avez une vision, forcément, du milieu de la musique contemporaine. Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que ça se porte bien? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que les gens sont heureux à faire de la musique contemporaine actuellement, vu de votre point de vue? C'est difficile Après, il y a ce que j'en pense. La réalité, elle est qu'effectivement, en 2020, la crise sanitaire a quand même été très problématique, puisqu'il y a beaucoup d'œuvres qui ont été soit pas créées, soit déprogrammées, qui ne verront jamais le jour. Donc ça, il y a quand même un deuil à faire d'une certaine façon. Le mot est un peu fort, mais néanmoins, sur plusieurs années d'activité, là, on a aussi, pour beaucoup, en tout cas dans les ensembles et dans les compagnies, un désengagement des collectivités territoriales et ou de l'État, et qui va de toute façon avoir aussi une incidence sur notamment des politiques de création et de reprise des œuvres, puisqu'il va y avoir des dénominations de programmes artistiques, donc in fine, les compositeurs et les compositrices vont en pâtir. Donc, la question que vous me posez est quand même pas très... C'est exprès pour vous embêter. Ouais, ça commence bien pour faire connaissance, je vous remercie. Non, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a des problématiques. Déjà, il y a des problèmes, c'est un terme que je trouve un peu négatif, il y a vraiment des problématiques, mais il y a aussi des leviers. Et je pense qu'il y a surtout quand même des forces vives qui en tout cas essayent d'agir de fond. Voilà, le fait que le Centre national de la musique ait développé une bourse auteur, on peut revenir sur les critères, on peut en discuter, mais enfin c'est quand même une action qui est hyper importante. Voilà, on peut tout faire mieux. Mais je pense qu'on reste quand même dans un état, on l'a dit, qui quand même favorise la création et qui d'ailleurs considère que c'est un droit. Et c'est quand même comme ça, je trouve ça extrêmement précieux. Après, il y a toujours mieux à faire, il y a aussi on est dans un monde qui change très très vite et parfois il est difficile de s'adapter ou d'accepter ces adaptations. Non mais c'est bien, on est là pour parler des choses qui vont bien et qui vont moins bien. Mais donc la montée en puissance du MMC, petit à petit s'est faite et ça fonctionne. De là, MMC. Mais oui. Alors, montée en puissance, je ne sais pas si on peut dire ça, on a une structure, on a quand même un budget d'intervention important, mais qui n'a rien de comparable avec le Centre national de la musique. Déjà, on est une association, hein, on n'a pas du tout le même statut, donc on a aussi une forme d'agilité qui est un peu différente. Et je n'ai pas le secret à voir, la Maison de la musique contemporaine a un budget à peu près de 2 millions d'euros cette année. Déjà, on est en train
train de construire notre budget, on sait avec au moins une baisse de 15 à 20%, de 8 à 10% de son budget pour l'année prochaine. Voilà, c'est bien. Voilà, la messe est dite. Ça ne va pas nous empêcher de nous arrêter, mais bien évidemment, ça a eu des incidences. Ça n'aura pas de répercussions uniquement à l'endroit qui est le plus visible, qui sont les soutiens financiers, ce serait trop simple. Donc, on a fait le choix que cette répartition, elle se fera aussi dans les coûts structurels, les frais structurels de la MFC. Voilà. Déjà, on est heureux qu'elle existe et qu'elle puisse maintenant, nous, l'enjeu, c'est plutôt sa pérennité finalement, sa montée en puissance. Alors, maintenant tout qu'on a parlé, est-ce qu'il y a déjà des questions entre vous que vous voulez vous poser ou des réactions par rapport à ce qui a été dit, même chez les interprètes, d'ailleurs, parce que vous avez été assez gentil pour rester. Oui, on va parler de pognon un peu, de statut aussi, non? Absolument. Voilà, non, mais c'est important quand même, puisque quand tu me demandes si on va bien, c'est aussi est-ce qu'on a les moyens et est-ce que nos alliés, nos partenaires, ça ont les moyens de bien travailler. Ça revient toujours un peu aux questions financières quand même, qui sont un peu au cœur. Alors, juste quelques petites informations comme ça, même si la plupart d'entre vous le savent déjà, peut-être les autres non. La proportion, vous savez, à la SACEM, par exemple, il y a 3 statuts. Vous savez ou vous ne savez pas. La petite part des statuts hauts, qui ont un peu plus de pouvoir et de poids à la SACEM, donc les sociétaires définitifs et sociétaires professionnels, et puis toute la masse des autres. Bon. La plupart des gens qui œuvrent en musique contemporaine sont dans cette grande masse, qui représente la grande catégorie des sociétés SACEM, qui touchent moins d'argent, moins de droits d'auteur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a des créations, que la juste rémunération de ces créations se fait la plupart du temps grâce aux éditeurs et aux négociations, à la bonne négociation qu'ils font de gré à gré, et donc un peu, il y a une cote, comme dans tout art d'ailleurs, il y a une cote. Certains compositeurs et compositrices sont plus bankable que d'autres, et c'est assez juste en fait. Mais il faut bien comprendre que la vraie question, c'est ensuite la diffusion, puisque la SACEM reverse des droits qui proviennent de la diffusion réelle, de l'utilisation réelle des œuvres, et que faire un salle comble à Pleyel, enfin on peut l'appeler, mais à la Philharmonie de Paris, ça nous plaise, ça représente, même pour une œuvre symphonique avec chœur, pas grand-chose en fait, en droit d'auteur, par rapport à quelques diffusions à la télé d'un spot publicitaire. C'est vraiment, il faut bien avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire que nous on œuvre quand même dans un domaine où l'essentiel de nos revenus provient, comme tu le disais très justement tout à l'heure de moi, de la nécessité de créer encore et encore et d'avoir des commandes qui sont justement rémunérées. Voilà. Et ce n'est pas faute des efforts considérables qui sont faits par nos partenaires, AMC, FCM et bien sûr SACEM qui subventionne, enfin, le terme, c'est pas le bon terme, mais en tout cas d'une certaine façon subventionne très fortement la musique contemporaine, notamment par l'action culturelle. Voilà, il faut bien avoir ça à l'esprit, parce que ça veut dire que les règles économiques pour nous sont très différentes de celles qui œuvrent dans d'autres domaines de la création musicale, par exemple la musique de film, ou d'autres encore d'autres domaines. Il faut bien avoir ça à l'esprit, c'est quand même important. Oui. Des fois, on a une vision comme ça, depuis l'extérieur, où des gens peuvent dire que la musique contemporaine, c'est une espèce de niche qui a tendance à se rétrécir et qui souffre beaucoup. En fait, c'est pas si simple que ça. En fait, on se rend compte qu'il y en a qui arrivent à en vivre quand même, et qu'on peut quand même arriver à jouer, diffuser, etc. Mais on a déjà parlé ce matin beaucoup des histoires de diffusion. Est-ce qu'il y a, Pierre, toi j'ai entendu parler ce matin de l'histoire d'édition coercitive, ça existe aussi dans la musique contemporaine? Et j'ai cru qu'il y avait Radio France qui... Non, ce n'est pas exactement, je pense. Donc c'est pas une bonne question, je la retiens. Voilà. Il me semble avoir entendu ça au SNAC. Bon.